C'est parti, on y va ensemble. Grand 4 de ce chapitre, un quatrième temps. Je vous rappelle l'esprit de ce chapitre. On est dans l'étude des théorèmes énergétiques du point matériel. Il y a des théorèmes à connaître, des relations à connaître, ne serait-ce que calculer le travail d'une force, d'un point M1 à un point M2, l'intégrale entre M1 et M2 de F scalaire d OM, la puissance d'une force, F scalaire V, des théorèmes énergétiques. Ouais, on a vu un certain nombre de théorèmes. Théorème de la puissance cinétique, d'accord ? Dérivée temporelle de l'énergie cinétique égale la somme des puissances des forces extérieures. Théorème de l'énergie mécanique, la variation d'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces extérieures. Et hier ensemble, on a vu notamment la notion de force conservative et d'énergie potentielle. Une force conservative, ça c'est une notion que vous avez souvent du mal avec. La force conservative, c'est une force dont le travail, d'accord, ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales du point M. Donnez-moi des exemples. Vous avez par exemple le poids, la force de rappel de ressort, l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrostatique. Voilà. Et en fait, on va partir de ça ce matin pour établir un dernier théorème, le théorème de l'énergie mécanique cette fois-ci. Donc, non pas le théorème de l'énergie cinétique, mais le théorème de l'énergie mécanique, qui va faire intervenir les travaux des forces dites non conservatives. D'accord ? Donc on y va, c'est le grand 4, je vérifie, de ce chapitre, tout à fait. Donc grand 4A. Voilà, ici, théorème de l'énergie mécanique. Donc théorème de l'énergie mécanique. Voilà. Donc toujours sur le même esprit, démonstration, énoncé, exemple, application. D'accord ? Tout de suite, savoir dégager l'intérêt des théorèmes énergétiques, les connaître et savoir à quoi ils servent, dans quel cas va-t-on les appliquer. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc on y va, on va faire la démonstration, ici. Donc démonstration, que vous pouvez retrouver en colle. Donc ça sera vos colles, pour vous, un jour après la rentrée, quelques temps, ça sera pour vous. Il y a un décalage entre les colles actuelles et les cours. Ici, pardon, petit A, c'est petit A. Premier temps, pardon, démonstration. Voilà. Alors, toujours le contexte, on va prendre un point M mobile entre deux points M1 et M2. Donc, on reprend le schéma ici habituel qu'on a fait ensemble dans le repérage cartésien d'origine O, ici, d'axe X, Y, Z, où on place les vecteurs unitaires de la base cartésienne, EX, EY, EZ. Voilà. Je vous représenter la trajectoire gamma du point M. Donc voici une trajectoire quelconque, la trajectoire gamma du point M. Et ce qui est important de voir, c'est que voilà, votre point M est mobile entre deux points, M1 et M2. C'est-à-dire qu'initialement, on peut supposer que votre point M est au point M1 à l'instant T1. D'accord ? Et à l'état final, votre point M est au point M2 à l'instant T2. D'accord ? Ça, c'est l'étape finale. Et à l'instant T quelconque, le point M est entre ces deux points. Il est mobile. D'accord ? Voilà. À un instant T, votre point M, il est ici, par exemple. D'accord ? Voilà. Et ce qu'on va préciser ici pour démontrer le théorème de l'énergie mécanique, c'est que votre point M, en fait, il est soumis d'une part à des forces dites conservatives. Donc vous connaissez les définitions, les propriétés de telles forces dites conservatives, mais également à des forces dites non conservatives. Et des forces non conservatives, on en a parlé ensemble, sont typiquement des forces de frottement sec, des forces de frottement fluide. Donc on y va, on va placer le contexte. Donc soit un point matériel M, donc soit un point matériel ici M, de masse petit m, mobile, voilà, mobile, voilà, entre les points M1 et M2, donc mobile entre les points donc M1 à l'instant T1, d'accord, et M2 à l'instant T2, voilà, donc on a un point M mobile entre deux points ici. Et ce qui est important, c'est que ce point M il est soumis à deux types de forces, des forces conservatives, des forces non conservatives. Donc soumis, voilà, à des forces. Donc là, on va distinguer en fait, on va distinguer les deux cas ici. Donc premier cas, donc on va supposer que ce point M est soumis d'une part à des forces dites conservatives. Donc conservatives, à des forces conservatives. Donc notez F indicé par exemple. Donc des forces dites conservatives, donc je peux noter F indicé la résultante des forces conservatives. Et ces forces conservatives, je vous rappelle, elles ont ici un travail qui ne dépend pas du chemin suivi. D'accord ? Donc ici, deux travaux, donc ce sont des forces, deux travaux, ici. Donc je rappelle la notation, W,
menant de M1 à M2 des forces Fc. Alors C, c'est pour conservatif. D'accord? Voilà. Donc deux travaux ici qui ne dépendent pas du chemin suivi. Donc on rappelle la propriété des forces conservatives. Les forces ici conservatives ont ici des travaux qui ne dépendent pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales du point M. Donc qui ne dépendent pas du chemin suivi. Voilà. Ici. Et vérifiant la relation. Donc là on va rappeler ici la relation. Voilà, caractéristique établie hier, à savoir le travail ici de toute force conservative peut s'écrire comme étant égal à l'opposé de la variation d'une fonction scalaire appelée énergie potentielle. C'est-à-dire qu'on peut écrire ici finalement que le travail, voilà, menant de M1 à M2, donc de cette force conservative dans le référentiel R, ben, elle s'écrit comme l'opposé. Alors n'oubliez pas le moins delta EP. C'est-à-dire que voilà, ici, on l'a montré hier, ça c'est moins delta EP. Alors on l'a montré sur un exemple, rappelez-vous, l'exemple du poids. On a défini finalement l'énergie potentielle de pesanteur. On a montré que le poids dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc moins EP de M dans R. Voilà. Et ça je vous rappelle, c'est moins. Alors ce sera l'énergie toujours. Hein. Donc le moins vous le laissez, la parenthèse, je vais ici expliciter la variation delta EP. Le delta EP c'est toujours la fonction dans l'état final. La fonction dans l'état initial. Donc c'est moins EP, donc l'état final sera le point M2, donc énergie potentielle du point M2, moins l'énergie potentielle du point M1 dans R. Voilà, je vais faire mes deux parenthèses. Donc ça j'encadre, je rappelle, ça c'est voilà, ce qu'on a vu hier, ici, c'est très important. Mais également votre point M, il est soumis, je vais mettre ici en bas, à des forces non conservatives, donc à des forces dites non conservative. Donc ici, je peux noter également le résultant sous la forme F indice NC. NC pour non conservative. Donc pareil, deux travaux. Donc là, il faudra faire attention aux notations. Donc W, ici, de M1 à M2. Des forces non conservatives, donc NC dans R. D'accord? Ici, cette fois-ci, ces travaux qui dépendent du chemin suivi. D'accord? Donc ça, rappelez-vous, c'est le premier calcul qu'on a effectué ensemble. Calcul du travail d'une force de frottement sec le long de parcours. Hein, deux trajets rectilignes, une portion circulaire. D'accord, qui dépendent ici du chemin du trajet suivi. Bon. Voilà, du chemin suivi. Ça c'est un U et ça c'est un I. D'accord? Suivi. Bien. Donc là maintenant on peut estimer ce qu'on appelle le travail total. On va faire la somme des deux travaux, des deux contributions pour estimer le travail total. Donc le travail total, ici, voilà. Donc je vais marquer tout simplement W, T, O, T, un travail total, s'écrit alors. On va faire la somme des deux contributions. Donc on fait la somme des deux contributions, on va noter, hein, pour simplifier, W indice tot, bah, c'est ici la somme des deux travaux des forces conservatives et non conservatives. Donc le travail menant de M1 à M2 des forces conservatives dans R, plus le travail menant de M1 à M2 le long de gamma des forces non conservatives. Donc là faites attention, ici dans les travaux des forces, n'oubliez pas le C de conservatif, le NC de non conservatif. D'accord? Bien, sachant qu'on peut mettre, vous voyez, tout travail de force conservative comme étant égal à l'opposé d'une variation d'énergie potentielle. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer ceci par moins delta EP. Donc soit, voilà, le travail total égale, je remplace ceci, ce que j'ai entouré, je remplace par l'opposé de la variation d'énergie potentielle du point M dans R. Voilà, plus, donc ça je le laisse, hein, je ne peux pas ici le modifier, les travaux des forces non conservatives. Ok? Donc ça j'encadre, voici, voilà, le travail total mis en jeu lors du trajet du point M entre deux points M1 et M2. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le référentiel R galiléen. Donc une fois que j'ai défini le travail total, d'accord, j'applique le théorème de l'énergie cinétique dans R galiléen. Donc par application du théorème de l'énergie cinétique dans R galiléen, de l'énergie
dans le référentiel R galiléen, d'accord, rappelez-vous, ici, qu'on est parti, ici, d'un PFD, R galiléen, pour montrer ce théorème de l'énergie cinétique. Donc rappelez-vous, le théorème de l'énergie cinétique vous dit que la variation delta, la variation d'énergie cinétique, delta EC de M dans R, rappelez-vous, est égale à la somme des travaux des forces extérieures. D'accord? Donc avec un sigma, somme des travaux des forces extérieures, on somme des travaux ici, des forces extérieures dans R. Donc ça menant de M1 à M2. Et en fait, ça, ce membre de droite, vous voyez, la somme des travaux, c'est-à-dire que, rappelez-vous, on avait fait des exemples d'application, ici, sur la vitesse ASCII au point B. Et bien là, c'est la même chose, on fait la somme des travaux, c'est-à-dire qu'on va soumettre les travaux de toutes les forces en présence. En fait, ça, c'est le travail total. C'est-à-dire que là, quand on a fait ça, on n'a pas distingué le fait si la force est conservative ou pas. On a pris toutes les forces en jeu, on a regardé si elles travaillaient ou pas, et on a ici évalué les contributions aux travaux. C'est-à-dire qu'on a fait la somme des travaux de toutes les forces mises en jeu. Donc ça, c'est le travail total. C'est-à-dire qu'ici, ce terme-là, ça, c'est le travail total. D'accord? Ça, c'est le travail total. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer ici, compte tenu de l'expression précédente du travail total ici mis en jeu. Donc ça, je peux effacer. Voilà. Donc ici, donc on réécrit. Donc j'ai l'équation 1, je peux numéroter. Là, j'aurai l'équation numéro 2. Donc je réécris l'équation numéro 2 compte tenu de 1. Donc on réécrit alors, voilà, l'équation 2 compte tenu de 1. Donc, compte tenu de l'équation 1. Donc l'équation 2, ce que je vais faire, j'ai remplacé le travail total par moins delta EP plus les travaux des forces non conservatives. Donc on a la variation de l'énergie cinétique du point M dans R qui sera égale à quoi? Qui sera égale à moins delta EP de M dans R. Ouais. Plus les travaux ici des forces non conservatives. D'accord? Voilà. Dans R. Ouais. C'est fini. Pourquoi c'est fini? Puisque là, vous faites apparaître delta EC à moins delta EP. Ce moins delta EP à droite, je vais le passer à gauche. Donc je vais faire passer ce terme-là, ici, moins delta EP, je vais faire passer à gauche pour avoir un plus. Et je vais mettre sous le même delta. Parce que des deltas, ce sont des différences, ce sont des variations finies. Donc sous le même delta, je vais faire apparaître EC plus EP. Donc je vais mettre delta, donc variation ici, donc de EC, de M dans R. Voilà. Plus EP de M dans R. Voilà. Égal, il me reste à droite, ici, les travaux des forces non conservatives. Voilà. Voici pour la démonstration. Pourquoi c'est fini? Puisqu'à gauche, vous avez EC plus EP, donc somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, définissant l'énergie mécanique. Donc on a bien la variation d'énergie mécanique entre deux états, initial et final. C'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc ça, c'est pour la démonstration. Premier temps. Deuxième temps, énoncer. Donc on va énoncer ici le théorème de l'énergie mécanique. Donc ce qu'il faut connaître. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître? Donc, suite à cette définition, le théorème de l'énergie mécanique vous dit que la variation, donc j'écris ici, donc la variation d'énergie mécanique du point M dans R, d'accord? Ça, ici, c'est égal aux travaux des forces non conservatives. Voilà. Travail de M1 à M2, des forces. Et j'insiste sur le NC, je mets en indice, mais très important dans R. Voilà. Ok. Alors ça, le delta EM, c'est une variation d'énergie mécanique entre les instants initial et final. Si on prend les points M1 et M2, c'est-à-dire, en fait, vous avez ceci, hein. Le delta EM, donc de gauche, c'est-à-dire que l'énergie mécanique finale, donc c'est l'énergie mécanique du point M2 dans R, moins l'énergie mécanique initiale, l'énergie mécanique du point M1 dans R, égale les travaux des forces ici, directement non conservatives. Voilà, et j'insiste, voilà, je vais mettre ici en évidence le NC ici. Donc ça, pareil, encore, c'est toujours ici commenté par une phrase, c'est le théorème de l'énergie mécanique.
Donc, variation d'énergie mécanique du point matériel M dans R galiléen est égale à la somme des travaux et des forces non conservatives. Alors, ce qu'il faut absolument retenir, vraiment, ça, il faut vraiment le comprendre. Seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. C'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, bilan, ici on note, seules les forces non conservatives, donc je vous rappelle, une force non conservative est caractérisée par un travail qui dépend du chemin suivi. D'accord ? Seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. Ça, c'est important. Font varier l'énergie mécanique. D'accord ? Ça, il faut vraiment le retenir. Seules ces forces non conservatives feront varier, ici, l'énergie mécanique. D'accord ? Bien. Alors, vous voyez, ça, c'est valable pour deux instants, initial et final. Ça, c'est l'énergie mécanique, en fait, finale, je note. Ça, ce que vous avez noté au lycée, énergie mécanique finale. Ça, c'est l'énergie mécanique initiale. Donc, je mets F pour finale, I pour initiale. Ça, c'est valable pour deux points, vous voyez, relativement éloignés, deux instants, ici, T1 et T2. Maintenant, rappelez-vous, je vais le formuler pour un déplacement élémentaire du point M. Donc, je vais considérer deux instants infiniment proches, T et T plus T, et je vais réécrire ce théorème de l'énergie mécanique dans le cas d'un déplacement élémentaire du point M entre deux instants infiniment proches. Donc, on va le réécrire ici, par la suite, ici, voilà. Donc toujours dans l'énoncé, toujours dans l'énoncé, on va noter, donc pour un déplacement élémentaire du point M, toujours entre deux instants infiniment proches, donc pour un déplacement élémentaire du point M, ici, entre deux instants infiniment proches, donc, toujours ces instants T et T plus T, deux instants infiniment proche. Donc l'instant T et l'instant ultérieur T plus T. On va y réécrire ce théorème de l'énergie mécanique. Alors pareil, je vous rappelle, un déplacement élémentaire est toujours caractérisé par un vecteur déplacement élémentaire associé à la base d'étude directe. Base cartésienne, cylindrique, polaire, sphérique. Attention. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réécrire ici le théorème de l'énergie mécanique. Se réécrit le théorème de l'énergie mécanique va se réécrire. Voilà. Donc je vais mettre en évidence en jaune ce qui va changer. Au niveau du delta, la variation fine d'énergie mécanique, ouais, parce que ça en fait le delta, ça représente, je vous l'ai déjà dit, une variation fine entre deux états, initial et final. Là on va prendre une différentielle. Donc ce sera la différentielle d'énergie mécanique. Donc le delta se transforme en D. Donc ce sera un D, le D de différentiel. Je laisse l'énergie mécanique ici, voilà. Et ce que je vais faire à droite, ce sont les travaux élémentaires. Ce ne sera pas le travail total, le travail global des enjeux lors du déplacement du point entre M1 et M2. Ce sera un delta. Donc ce sera un petit delta, delta minuscule. Attention, là vous avez un delta majuscule, variation finie, delta majuscule. Là, delta minuscule, d'accord, ce qu'on appelle des formes différentielles. D'accord. Donc le delta minuscule, donc le travail, ici, venant de M1 à M2, des forces non conservatives dans R. D'accord. Ok. Alors pareil, si vous voulez, je peux expliciter le membre de gauche, tout comme j'ai fait avant, un delta EF, c'est l'énergie mécanique finale ou l'énergie mécanique initiale. Là, ça sera l'énergie mécanique entre des instants plus proches. Donc j'aurai l'énergie mécanique. Donc à gauche, la différentielle de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique, on va dire finale, donc l'instant T plus dt. Donc l'instant T plus dt, moins l'énergie mécanique à l'instant T, égale les travaux élémentaires des forces. J'oublie pas, ici j'ai pas besoin de mettre M2, j'ai mis M2 mais j'ai pas besoin, pardon, des forces non conservatives. Voilà, là j'ai recopié un vêtement, j'ai mis M1-2, mais en fait c'est là qu'on fait un travail total venant de M1-2. Là ce sont des travaux élémentaires, donc plus besoin de mettre M1 ici. D'accord. Voilà. Donc voilà pour les changements de notation ici à adapter quand on étudie un déplacement élémentaire ici du point M. D'accord. Bien. Alors troisième temps, juste rapidement vous parler au cas où vous en aurez besoin, c'est le théorème de la puissance mécanique. D'accord. Donc associé à ce théorème de l'énergie.
le théorème de la puissance mécanique. Donc là, on aura des termes, ici une équation homogène de puissance, ici, exprimé en boîte. Donc attention ici, théorème de la puissance mécanique. Ce n'est pas le théorème de la puissance cinétique. Le théorème de la puissance mécanique, donc qui est lié au théorème de l'énergie mécanique. D'accord? Donc là, ce que vous faites, ce qu'on va faire, c'est de prendre cette relation-là, justement. Ici, on part de ça. La différentielle d'énergie mécanique, on va rapporter la durée élémentaire dt. Donc on rapporte ici cette variation élémentaire d'énergie mécanique, on la rapporte à la durée élémentaire. En fait, on fait un dm sur dt. Regardez. Donc là, ce qu'on fait tout simplement, voilà. Donc, on part de ça avec ceci, voilà, égale delta ici W des forces non concentratives. Donc on part ici de cette formulation du théorème de l'énergie mécanique, entre deux instants infiniment proches, d'accord? On en déduit. Donc on rapporte ici à la variation. Ici, donc on en déduit. Ici, à gauche, donc dm sur dt dans R. À droite, j'aurai un delta W, donc je vois la forme différentielle. Ici, des forces non conservatives dans R que je rapporte à la durée élémentaire dt. Et en fait, ici, on part rien. Le dt tend vers 0 mathématiquement. Ici, le dt tend vers 0. C'est-à-dire qu'il apparaît la dérivée à gauche de l'énergie mécanique, la dérivée temporelle. Et à droite, ce terme-là, on va l'associer à la puissance des forces non conservatives. D'accord? Donc ici, voilà, on en déduit le théorème de la puissance, ici mécanique, à savoir la dérivée temporelle de l'énergie mécanique dans R égale UD1 est égale à la puissance des forces non conservatives. Voilà. Donc, et on a besoin de partir de ce théorème-là, précédent, théorème de l'énergie mécanique, qui est appelé le théorème de la puissance mécanique. Voilà. Donc c'est bien homogène de puissance. On avait une puissance mécanique à droite, des watts, et à gauche, on dérive l'énergie mécanique par rapport au temps. On a même des joules par seconde. Joules par seconde, c'est bien ici, homogène de puissance, exprimé en watt. D'accord? Bien. Troisième temps. Quatrième temps. Quatrième temps, on va passer à l'application. On va refaire l'exemple du skieur, très important, encore une fois. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Et on va mettre en évidence ce qu'on appelle l'intégrale première du mouvement. D'accord? Dernier temps, intégrale première du mouvement. Donc intégrale première du mouvement. Donc ça, c'est une notion qui est importante ici en mécanique. Intégrale première du mouvement, quatrième temps. En fait, on va rechercher les cas de figure où l'énergie mécanique sera constante. Donc, on va chercher les cas de figure où l'énergie mécanique sera constante, où l'énergie mécanique va se conserver. Alors, finalement, voilà, je l'ai plus ou moins ici. Je peux réécrire le théorème de l'énergie mécanique. Rappelez-vous, ici, je vais écrire en haut la variation d'énergie mécanique égale ici les travaux de toutes les forces non conservatives dans R. D'accord, je réécris ici en haut à droite le théorème de l'énergie mécanique. Alors, il est intéressant de savoir en mécanique dans quel cas l'énergie mécanique va se conserver, dans quel cas l'énergie mécanique sera constante. Alors, l'énergie mécanique constante, c'est-à-dire que finalement l'énergie mécanique finale serait identique à l'énergie mécanique initiale. C'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique sera nulle. Dans quel cas cette variation d'énergie mécanique ici sera nulle? Je demande à Rémi, ici présent. Dans quel cas la variation d'énergie mécanique sera nulle? Ça vaut 0. Ouais, si le monde de droite vaut 0. Alors si le monde de droite physiquement vaut 0. Est-ce que tu vois qu'il y a deux cas de figure? Enfin deux cas physiques, deux situations physiques pour lesquelles l'énergie mécanique va se conserver. Donc je répète, je recherche les cas de conservation de l'énergie mécanique. Dans quel cas aura-t-on l'énergie mécanique une constante du mouvement? Lorsque Rémi nous dit que le membre de droite sera égal à 0. Très bien. Dans quel cas ce membre de droite-là sera égal à 0? Premier cas, il n'y a aucune. C'est ça, hein? Il n'y a aucune force non conservative. Autrement dit, il n'y a que des forces conservatives. Ça va pour tout le monde. S'il n'y a que des forces conservatives, il n'y a aucune force non conservative. À droite, on a 0. D'accord? Ou bien, deuxième cas de figure, un peu plus subtil, il y en a, mais, alors, ouais, mais d'un point de vue des travaux, il y a des forces non conservatives, typiquement force de frottement sec, de force brune, mais
les travaux sont nuls, mais elles ne travaillent pas. C'est-à-dire que ce sont les deux cas de figure pour lesquels l'énergie mécanique sera ici constante. C'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique sera nulle. Attention, énergie mécanique constante, variation d'énergie mécanique nulle. Deux cas de figure. Premier cas, il n'y a aucune force non conservative. Autrement dit, il n'y a que des forces conservatives. Ok. Deuxième cas de figure, il y en a. Il y a des forces non conservatives, mais elles ne travaillent pas. Très bien. Donc ça, c'est très important. Je vais le noter là. Ça, c'est brouillon. Je peux le noter là. Je vais faire ici un encart. Donc attention pour ceux qui sont à distance. Je répète. Je l'écris ici. Il y a de la place. Donc en quatrième, je l'écris ici. Quatrième temps. Donc dans le cas, ici, dans le cas où, alors, il y a deux cas de figure. Deux cas de figure ici. Premier cas de figure, toutes les forces appliquées sont conservatives. Donc premier cas, dans le cas où toutes les forces ici appliquées, j'y viens, toutes les forces appliquées sont conservatives. Autrement dit, il n'y a aucune force non conservative. Premier cas de figure, d'accord, pour assurer une énergie mécanique constante. Non. Dans le cas où toutes les forces appliquées sont conservatives, d'accord, premier cas, où aucune force non conservative travaille. Donc premier cas de figure, d'accord, donc où aucune force non conservative, ici, aucune force non conservative ne travaille. Voilà. Bon, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde, j'espère, sinon je le reformule. Voilà. Donc je vais mettre un ou bien, je vais mettre un ou ici, d'accord. Donc deux cas de figure. Premier cas, si toutes les forces appliquées sont conservatives, aucune force non conservative, ou bien aucune force non conservative, c'est-à-dire qu'il y a des forces non conservatives, mais elles ne travaillent pas. Dans ce cas-là, dans le cas où, d'accord, le théorème, ici, donc je marque en problème pour simplifier, le théorème de l'énergie mécanique, d'accord, là j'ai noté 5-6 fois ce matin, d'accord, permet ici d'écrire ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Alors ça c'est important, vous l'avez étudié au lycée, des situations assez simples où l'énergie mécanique se conserve. Et ça c'est très important de le voir, la conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique, d'accord. À savoir, on aura une variation d'énergie mécanique nulle. Donc ici, un delta EM égale à 0, l'énergie mécanique ne varie pas. Et sa variation est identiquement nulle, c'est-à-dire, voilà, l'énergie mécanique du point M dans R est constante. Voilà. Ça, j'aime bien l'écrire comme ça. Et je vais mettre CTE, c'est constante en toutes lettres, CTE. Alors ça, pareil, ça, souvent ça tombe bien, je l'ai encadré, vous l'encadrez encore plus. Là, oui, j'ai pas fait exprès. Là, ça, vous l'encadrez, c'est super important. Donc je répète, pour ceux qui sont en distance, là, ce bloc-là, vous l'encadrez. Super important. Cette constante, est-ce qu'il y aurait moyen de la déterminer? Est-ce qu'il y a moyen de déterminer cette constante-là, finalement? On dit que l'énergie mécanique se conserve, elle est constante, ouais, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité de déterminer cette constante ici, d'après vous? La constante ici, on dit qu'elle est constante, mais que vaut-elle? Comment pourrait-on la déterminer, d'après vous? Fatima, oui? C'est l'énergie mécanique à l'état initial. Très bien. Ça, cette constante, en fait, elle se détermine grâce aux conditions initiales du problème. Alors là, il va manquer un tout petit peu de place. Vous mettez entre parenthèses de la constante, entre parenthèses, vous mettez un C pour C de condition et le I de initial. Donc je rajoute, attention, je déborde de mon cadre, je fais ça, ça, ça. Je rajoute le CI pour condition initiale. Et justement là, on met le doigt sur quelque chose de très 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 important. Cette équation-là, l'énergie mécanique est constante et cette constante en fait, est donnée par les conditions initiales, c'est ce qu'on appelle l'intégrale première du mouvement. En fait, c'est une équation différentielle du premier ordre, alors qui peut être non linéaire, d'accord, qui se traduit, d'accord, qui traduit le fait que l'énergie mécanique à un instant t est égale à l'énergie mécanique ici à l'instant t égale à 0. Donc ça on doit le noter, définition de l'intégrale première du mouvement. On va souvent vous parler de l'intégrale première du mouvement dans ce chapitre, savoir ce que c'est concrètement. Donc on va noter en définition, ça je peux effacer, ça surtout vous l'encadrez, vous l'encadrez, c'est très important. Donc définition à connaître ici sur cette notion d'intégrale première ici du mouvement. Donc l'intégrale
première du mouvement. L'intégrale première du mouvement. C'est une équation différentielle du premier ordre. Et une équation différentielle du premier ordre. Et une équation différentielle du premier ordre. Obtenue. Alors comment vous l'obtenez? Obtenue en écrivant que l'énergie mécanique du système à un instant t est égale à son énergie mécanique initiale. Ça c'est l'intégrale première du mouvement. D'accord? C'est un terme assez complexe, assez lourd. Et savoir que complètement c'est une équation différentielle du premier ordre. D'accord? Voilà. Obtenue en écrivant ici. En écrivant que l'énergie mécanique du système à un instant t, donc l'énergie mécanique du système à un instant t quelconque, hein, du système. Alors ici, notre système, c'est un point matériel à un instant t quelconque est égal à un instant t quelconque est égal à son énergie mécanique initiale. Est égal à son énergie mécanique initiale, donc à t égale à 0. Énergie mécanique initiale. Voilà, donc là je mets la définition en toutes lettres. Vous, concrètement, ça sera l'équation, c'est ça, c'est EM, énergie mécanique du point M dans R. Elle est constante, et cette constante se détermine en appliquant les conditions initiales. Voilà. L'intégrale première ici du mouvement. Bien. Donc ça c'est le quatrième temps. Cinquième temps, comme ce qu'on a fait à chaque fois dans ce chapitre, on fait une application tout de suite. À quoi sert ce théorème et comment l'appliquer? Comment appliquer le théorème de l'énergie mécanique ici à une situation ici concrète? Alors, situation concrète, je reprends toujours le même exemple, j'aime bien l'exemple du skieur. On part d'un point A sans vitesse initiale, quelle est sa vitesse au point B? Et d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on va reprendre un peu en dynamique du point. Donc ça tombe bien, je laisserai le schéma sur le côté, d'accord, on en aura besoin. Ici, on y va. Donc ça, je vais effacer ici. Donc cinquième temps de cette partie application. Oui. Il y a Inès qui demande si vous pouvez dire plus grand. Ouais. D'accord, ouais, je vais essayer, ok. On y va. Donc cinquième temps. C'est là, je pense que c'est le jaune. Je pense que Inès, je pense que c'est le jaune qui doit mal passer à force. Le jaune sur le blanc, ça doit être ici où le contraste ne doit pas être assez important, je crois. Donc cinquième temps, exemple, application, donc retour sur l'exemple ici du skieur. Donc retour sur l'exemple ici du skieur. Voilà. Alors l'exemple du skieur, on va reprendre la configuration ici, donc une pente, voilà. Ici, incliné à l'angle alpha, comme ceci, voilà. Tac, tac. Voilà. Je vais prendre des couleurs, ce que j'en ai. Ah, j'en ai pas ramené ce matin. J'ai du vert. Bon, on va mettre un peu de vert. Bon, on verra. Hein. Alors, vous partez, vous êtes en haut de la piste au point A. J'ai pris deux points A et B. A et B. Voilà. Donc ce schéma, je vais le laisser, je ne vais pas l'effacer, je vais en un peu pour l'exo. Vous partez de ce point A sans vitesse initiale. C'est-à-dire qu'on va fixer l'origine du repère cartésien en A. Ouais. Donc faites ça toujours, l'axe OX selon la ligne de plus grande pente, donc EX comme ceci, et EY perpendiculaire à X. Oui, repérage cartésien. Pour un mouvement selon une ligne ici sur l'axe OX, un repérage cartésien s'impose. Je place l'origine du repère en A, c'est-à-dire que A égale à O. D'accord, A est convenu avec O du repère cartésien. Ok? Et je veux déterminer la vitesse du skieur au point B. D'accord? Sachant que ce skieur sera soumis à son poids, réaction normale, réaction tangentielle, donc l'action des skis sur la neige. Et là, on va négliger. On va dire on va négliger les frottements fluides. On fera après en dynamique du point. D'accord? Donc là, le skieur, hop, 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 ici, directement, voilà, hop, et on va
représenter les forces en présence. D'accord? Oui, ok, allez-y. Donc là, vous faites une boîte, tout ce que vous voulez. Donc là, ici, sur sa planche, ici, directement, donc il dévale la piste de A à B, on part de A pour arriver en B. Donc la vitesse, en fait, on cherche la vitesse du skieur au point B. Sachant qu'il sera soumis ici à un certain nombre de forces, d'accord, que l'on va expliciter ici dans le bilan des forces. Donc pareil, exemple du skieur, la question est de savoir quelle est sa vitesse au point B. D'accord, quelle est la vitesse du skieur ici, voilà, au point B. Quelle est la vitesse ici du skieur au point B? Quelle est la vitesse du skieur au point B? Alors bien sûr là, ce sera toujours la question en utilisant, attention, dans l'énoncé, si on ne précise pas la méthode à utiliser, vous pouvez très bien y arriver par un autre théorème. On a vu le théorème de l'énergie cinétique par exemple. Là, on vous impose aussi le théorème de l'énergie mécanique. Pour mettre en application ce théorème de l'énergie mécanique. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliciter la deuxième mesure, on ne va pas écrire que MA égale la somme des forces. Ça, on va le faire après pour établir l'équation différentielle du mouvement. Donc là, ce qu'on va faire, on y va, on va définir le système. Donc le système est G. Donc on va prendre ici le centre de masse, ici G du skieur. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repérage, ici cartésien, s'impose, d'accord, d'origine A égale à O, avec un axe ou X selon la pente. Bon. Bilan des forces. Bilan des forces, et après on va appliquer ce théorème de l'énergie mécanique. Bon. Donc, ici, bilan des forces. Donc, le poids, déjà, le poids va s'appliquer ici, voilà, au centre de masse, au point G. Donc, le poids vertical descendant, comme ceci. Voilà. Donc, le poids, il est ici. Alors, attention, moi je vais appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Autrement dit, seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans le membre de droite, je calcule les travaux des forces non conservatives. Donc je vais préciser dans le bilan des forces à chaque fois si la force travaille, et surtout si la force est conservative. Parce que si elle est conservative, elle ne va pas intervenir dans le théorème de l'énergie mécanique. Ça, il faut bien comprendre. Donc à chaque fois, je vais préciser, ici, donc première force, pardon, le poids P est égal à mg. Et en fait, ici, l'avantage par rapport au théorème de l'énergie cinétique, c'est que je ne vais pas calculer le travail du poids. Je ne vais pas calculer le travail du poids, donc je ne vais pas projeter le poids. Il n'y a pas besoin, je le sais. Je vous le dis, j'anticipe. On ne va pas projeter le poids. Pourquoi? Le poids est une force conservative, qui d'ailleurs dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP égale mg fois l'altitude. On l'a vu hier. Donc je ne vais pas projeter le poids. Donc là, c'est un avantage du théorème d'énergie mécanique. Comme le poids est une force conservative, le travail du poids ne va pas intervenir dans la variation d'énergie mécanique. Donc ça, je note le poids P égale mg, c'est une force ici, dite conservative. D'accord? Donc elle ne va pas intervenir dans le théorème de l'énergie mécanique. D'accord? C'est une force conservative, et d'ailleurs qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur, on va le noter, qui dérive. Alors faites gaffe, j'ai encore dit, les dérivées, ce sont des dérivées spatiales. On dérive ici, donc elle dérive ici, la force dérive par rapport à l'énergie potentielle par rapport à la variable spatiale. Ici par rapport à l'altitude, quand on fait Z, qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? L'énergie potentielle de pesanteur, rappelez-vous en EPP. EPP. Alors, justement, c'est intéressant, ça me permet de définir l'énergie potentielle de pesanteur du point M. EPP de M dans R. Ok. Attention, c'est toujours mg fois l'altitude. Où est l'altitude ici? Elle est là. L'altitude, elle est là. Donc faites attention. Là, il y a un piège. On vous impose une base cartésienne. X, Y, Z. Le petit z, il est comme ça. Ben, mon petit z que je vais là, ici le majeur, c'est pas l'altitude. Tout le monde voit que mon majeur ici, directement, qui pointe vers vous, le z qui pointe vers vous, c'est pas l'altitude. L'altitude, elle est là. Donc il faut définir un axe indépendant, un axe contient un grand Z, d'accord? Et ce grand Z va quantifier l'altitude. Donc là, faites attention. Est-ce que ça passe? Pas sur les gauches, je mets un axe sur les gauches ou pas? Là, je ne peux pas faire autrement, pas tout effacer. Donc pour ceux qui sont à distance, attention, ceux qui sont à distance, ils ont besoin de le voir, il n'y a pas de problème. Je vais placer un axe au Z, vertical ascendant comme ceci. Je place l'origine au niveau du bas de la piste. Je
passe origine ici. L'origine sera notée O'. Pourquoi O'? O il est déjà pris. Ça passe ou pas? Je peux pas aller loin, il y a trop de... D'accord. Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je regarde là. Ouais. Là, c'est étrange. Ils ont changé leur politique de. Donc là, j'ai pris un axe. Alors, j'ai effacé mon titre. Un axe grand Z qui, en fait, va matérialiser l'altitude. D'accord, du point M. D'accord, donc là, je vais dessiner. Je vais faire un Z comme ceci. Un Z, différent des Z habituels. Ouais, je sais pas. Non, ça change pas de petit peu. Donc ça sera un grand Z avec un vecteur unitaire, ça change pas grand chose. E grand Z, voilà, E grand Z. D'accord? Voilà. D'accord. Donc E grand Z, ça c'est l'altitude. Surtout ne dites pas que voilà, l'axe OZ est comme ceci, ce ne sera pas l'altitude du point M. Tel que l'altitude du point B soit égale à 0, on voit que ZB égale à 0, et l'altitude du point A vaudra ZA. Et en fait, vous avez fait en lycée, vous avez noté H égale ZA moins ZB. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est Z, ici c'est l'altitude, mais une flèche, donc altitude du point M, donc c'est l'altitude ici du point M, voilà, tel que, rappelez-vous, vous avez introduit un H, vous avez H c'est cette distance-là, H c'est une distance, hein. H ça sera ZA moins ZB, H ça sera ZA moins ZB. D'accord? H, ça sera ZA moins ZB. Donc l'altitude du point M. Pourquoi je fais ça? Parce que je dois finir l'énergie potentielle de pesanteur. Parce que si je fais ça, j'ai un axe O grand Z vertical ascendant. Si O grand Z est vertical ascendant, j'ai un plus MGZ à une constante additive free. Rappelez-vous, donc là je vais plus MGZ à une constante additive. Rappelez-vous, les énergies potentielles, toujours définies à une constante additive free. Se pose toujours le choix de l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Bah, on l'a dit, hein. Regardez, je place mon point O' tel qu'au point B, l'altitude grand ZB soit égale à 0. Bah, si vous fixez au sol une énergie potentielle de pesanteur nulle, c'est-à-dire que EPP en Z égale ZB égale à 0, bon, K1 égale à 0. D'accord? Donc K1 ici est égal à 0 si l'énergie potentielle de pesanteur en Z égale ZB égale à 0. C'est-à-dire que je fixe mon point B au niveau du sol pour avoir l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Je ne comprends pas parce que vous mettez que le code, du coup, c'est une force conservative et que du coup, ça ne tourne pas parce qu'on regarde les forces non conservatives. Ouais. Mais après, on regarde l'énergie potentielle de Ouais. pesanteur. Ce que j'en ai besoin, parce que dans le membre de gauche, j'ai quoi? J'ai énergie mécanique. Et dans l'énergie mécanique, j'aurai EC plus EP. En fait, j'anticipe. La rédaction, je vais le mettre tout de suite, parce qu'après, j'ai dit, oh, bah, je rajoute ça dans le bilan des forces. Le fait de tout mettre dans le bilan des forces, c'est-à-dire que le poids, très bien, est une force qui est conservative, donc je ne vais pas calculer le travail du poids. Par contre, j'aurais besoin, dans le membre de gauche, d'expliciter la variation d'énergie mécanique du point M. Et dans l'énergie mécanique du point M, il y aura ici une augmentation de EP, une diminution d'énergie potentielle. Donc j'aurai besoin de l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. En fait, je mets tout ici dans le bilan des forces. Comme ça m'évite de rajouter des choses au fur et à mesure. D'accord? Ensuite, deuxième force, donc là je vais en terminer avec le poids, la réaction normale. Réaction normale du support, ici, passant par G, perpendiculaire au support, dirigé selon. Attention, c'est. Alors ouais, bon, ça se vaut pas de cours. Hein. D'accord, c'est selon OY. Hein. D'accord, donc réaction normale du support, N ici, d'accord. Ici, donc la réaction normale du support, la réaction normale ici du support, N, selon EY. Alors, bah ici, ça c'est encore plus simple. Elle ne travaille pas. On voit que la réaction normale du support ne travaille pas parce qu'elle est perpendiculaire à chaque instant en mouvement. Donc elle ne va pas rentrer dans, ici, dans le membre de droite. De toute façon, même si c'est une force qui est non conservative, elle ne travaille pas. La réaction du support, N, voilà, toujours ici, perpendiculaire au mouvement, voilà, ne travaille pas. Donc toujours perpendiculaire au mouvement. Ici, sa réaction normale du support ne travaille pas. Voilà. Ici. Bon. Donc le travail de A à B de la réaction normale du support est égal à 0. Ok. Ensuite, la seule force de frottement qu'on prend en compte, c'est les forces de frottement sec. D'accord? L'action de contact entre le ski et la neige. Donc ici, réaction normale, ici, T, tangentielle, pardon, normale tangentielle, T.
qui modélise les frottements secs. Donc la réaction tangentielle, voilà, la réaction ici tangentielle du support, la réaction tangentielle, donc c'est la normale, la tangentielle du support, donc vecteur T. Donc elle est toujours opposée au mouvement, donc elle sera toujours opposée au vecteur vitesse, parce que la vitesse, là, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Le vecteur G, ici, le vecteur V, pardon, V de G dans R, il est comme ceci. Hein. Le skieur ici descend la piste. Donc la réaction tangentielle du support, toujours opposée au mouvement, elle est non conservative. Et elle travaille. Donc elle fera calculer le travail de la réaction tangentielle du support. D'accord. Donc elle modélise les frottements secs, ici. Ici est une force non conservative. Et elle travaille ici. Donc une force non conservative. Donc il faudra prendre en compte son travail. Voilà. Non conservative. D'accord. Voilà. Ensuite, on va peut-être rajouter qu'on néglige les frottements fluides ici. Hein. Ouais. On rajoute ici, donc on est force. On néglige dans un premier temps les frottements fluides. Donc on néglige ici les frottements fluides, donc les frottements exercés par l'air sur le système. Donc on néglige ici les frottements. D'accord. Voilà. Bon. Donc là, vous voyez, ça nous épargne déjà de projeter le poids. Bon. On a anticipé le fait qu'il n'interviendra pas dans le calcul des travaux des forces non conservatives. Maintenant, on va rappeler l'expression du théorème de l'énergie mécanique. Donc, au lieu de faire un principe fondamental de la dynamique, donc deuxième loi de Newton, là, on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique dans R galiléen. Théorème de l'énergie mécanique, voilà. Et ce qu'il faut retenir, vous savez que seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. Donc je vais passer ici l'énergie potentielle de pesanteur. Ok. Donc on réécrit donc, la variation de l'énergie mécanique du point M dans R égale les travaux. Alors ici ça repart M1, M2 entre A et B. Donc je change de notation, vous voyez, entre A et B. D'accord, les travaux des forces non conservative dans R. Donc ça, j'encadre. C'est le théorème de l'énergie mécanique. On vient de voir ici à l'instant. Et ici, on va expliciter, voilà, dans notre cas de figure. Alors la variation d'énergie mécanique du skieur entre l'état final et initial sera l'énergie mécanique au point B. Donc on aura l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale au point B, moins l'énergie mécanique initiale au point A. Donc ici, je vous rappelle que seule la réaction tangentielle du support est une force qui est non conservative et elle travaille. Donc ici, on aura uniquement calculé le travail entre A et B. Voilà. De ceci. Voilà. Alors ça, on va éviter de développer ligne par ligne cette équation-là. On va calculer séparément sur cette équation. Parce que ça, c'est pas directement. Ça, on va le retrouver après en dérive du point, ça ne se calcule pas directement. On va le refaire, c'est pas direct. Là, bon, là, il faut savoir que l'énergie mécanique, d'accord, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'où l'intérêt de définir l'énergie potentielle de pesanteur. Oui, ici, la seule énergie potentielle à prendre en compte, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord. Alors, je vais effacer tout ce que je n'aurai plus besoin. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, voilà. Bien. Alors, on va commencer ici par exemple, le membre de droite, calcul du travail. C'est-à-dire que là, il faut calculer à part. On va d'abord commencer par calculer ici le travail. Donc, première étape, calcul de l'intégrale. En effet, le travail de A à B de la réaction tangentielle du support, c'est l'intégrale entre A et B, rappelez-vous, de T scalaire D de L. D'accord? Alors ça paraît, ça se fait pas, ça ne se fait pas directement, il y a besoin de faire une étape intermédiaire, une étape de calcul intermédiaire. Parce que, alors pourquoi c'est pas direct? Parce que vous ne connaissez pas la norme de T. Directement, vous n'avez pas directement. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ici la norme, le vecteur T, hein, donc la norme de la réaction de tangence du support, vous ne pouvez pas calculer l'intégrale. Il faut d'abord chercher la norme de T. Donc rappelez-vous, on l'a fait une fois jusqu'à présent, je pense, ici. La norme de T, il y a plusieurs étapes. La première étape, je vous rappelle,
On l'avait fait en TD en plus la semaine dernière, j'ai l'exemple du parler. Estimer la norme de n. Une fois que vous avez n, la norme de réaction normale, vous avez t. Pourquoi? T égale Fn. Vous avez glissement. Donc première étape, je vous rappelle, on projette le PFD selon OY. Projeter le PFD selon OY, il n'y a pas de mouvement. On aura my point égale 0 égale réaction normale plus composant du poids. Ah si, ouais, il faut projeter le poids selon Y. Pardon. Donc je répète, première étape, on projette le PFD selon OY. Donc là, il faut faire apparaître une nouvelle fois l'angle alpha qui est ici. Donc première étape, on y va. Ici, on projette le PFD selon OY. Alors pourquoi nous demandons selon OY? Parce que j'ai besoin de connaître la norme de la réaction normale. Il faut que j'ai NGT, T égale Fn. Vous allez voir. Donc on projette, première étape, le PFD selon OY. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'accélération selon OY, il n'y a pas de bosse. C'est pas une piste à bosse. D'accord? Donc on aura my point égale 0. Donc on aura 0, 0. Donc je projette. D'accord? Donc je vais donner uniquement des scalaires. Alors qu'est-ce qui est selon l'axe Y? On aura n. N est porté par l'axe Y. Donc on aura n. Voilà. Maintenant, faire attention, il y a le poids également. Le poids est une composante selon l'axe Y. Donc là, faites attention. Je vais demander ici à Quentin. Allez, Quentin, tu peux me donner ici la composante du poids selon l'axe OY. Très bien. Moins mg cos alpha. Vous voyez, maintenant ça vient assez spontanément, assez naturellement. Soit vous voyez grâce à votre triangle rectangle, c'est du cos alpha avec le moins, parce que ici le poids pointe vers le bas, l'axe Y pointe vers le haut. Ou soit directement, vous reprenez directement mg fois 1 fois le cos de l'angle pi moins alpha. Cos de pi moins alpha, ça fait moins cos alpha. Très bien. Moins mg cos alpha. Donc moins mg cos alpha. D'accord? Donc première étape, ça me donne n. Donc j'ai n égale mg cos alpha. n égale mg cos alpha. Première étape, je projette le PFD, j'ai n égale réaction normale du support. Deuxième étape, je traduis la condition de glissement, donc loi de Coulomb relative au glissement. Donc, deuxième étape, loi de Coulomb, donc du frottement sec, relative au glissement. S'il y a glissement, les normes ici il y a une relation entre les normes, relation de proportionnalité, T égale Fn. Donc loi de Coulomb relative au glissement, donc on aura T égale Fn. Alors F, rappelez-vous, c'est un FD, pardon. Ouais, coefficient de frottement dynamique. D'accord, coefficient de frottement dynamique. Donc là, j'ai la norme T. Donc on aura FD mg cos alpha. C'est bon pour tout le monde? Là, je suis presque. Alors attention, ne vous arrêtez pas là. Pourquoi? Parce qu'il faut, c'est un vecteur. Et dans ce vecteur, j'ai une information que vous risquez de perdre, c'est le signe au moins. Si vous laissez ça, vous avez un signe au moins que vous n'aurez pas. Parce que ça, c'est la norme de T. Mais la direction de ce vecteur, elle est comment? À tout instant, ouais, selon moins Ex. Et si vous ne mettez pas la notion vectorielle, vous risquez de perdre le moins dans le calcul du travail et donc d'avoir un travail moteur. Voilà. Et non un travail existant. La force de frottement s'oppose au mouvement. Donc, troisième étape, quand même le mettre, je vous conseille, on réécrit la réaction tangentielle du support sous forme vectorielle. Donc réaction tangentielle ici du support, donc sous forme vectorielle. Ici, donc on va écrire vecteur T égale, attention, donc là je mets le vecteur, le fait de mettre un vecteur m'implique forcément de mettre un moins. On va regarder le schéma. Donc moins FD mg cos alpha, le tout selon EX. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc 1, 2, 3, 4, je peux calculer l'intégrale. Donc quatrième temps, ici, on peut alors calculer. Donc on peut alors calculer cette intégrale, voilà, pour le travail. Donc le travail menant de A à B, le long de gamma, de la réaction tangentielle du support. Donc qu'est-ce que l'on aura? On aura l'intégrale de A à B, donc moins FD mg cos alpha selon X. DOM, regardez le déplacement du scalaire selon l'axe OX, donc un déplacement alimentaire, un vecteur déplacement alimentaire selon EX. Donc ce sera DXEX. Donc on a ici du DXEX. Ça tombe bien, produit scalaire dans la base orthonormée cartésienne EX scalaire EX qui sera égal à 1. Donc on retrouve, alors ça on vous demande souvent, voilà, donc soit le travail entre A et B et la réaction tangentielle du
Je sors tout ce qui est constant, donc ça fait moins FD, coefficient de frottement dynamique, mg cos alpha, vous allez intégrer entre A et B, bah, ici les portions ici, dx entre A et B, bah, ça vous donne, alors je vais noter AB. Je note AB la longueur de piste. AB, donc quand je somme ici tous les éléments dx entre A et B, ça me donne ici AB. D'accord? Je note AB ici la longueur de piste. Donc voilà. Donc on travaille de la relation tangentielle du support. Donc on trouve moins F mg cos alpha AB. Donc j'ai un produit de 1, 2, 3, 4, 5 termes positifs, avec un moins qui est devant. On a bien un travail total entre ces deux points qui est négatif. Donc on a bien une force qui est résistante. Donc là c'est cohérent. Ici donc une force qu'on qualifiera de résistante. Voilà. C'est cohérent. Donc vous voyez, c'est pas direct. Hein. Le calcul ici du travail de la réaction tangentielle du support entre deux points n'est pas direct. Ce sera toujours les mêmes étapes. Pour G de PSD selon Y, on aura la norme de N. Loi de Coulomb relativement, T égale à Fn. On explicite sous forme vectorielle, on fait attention au sens du mouvement et après on calcule l'intégrale. D'accord? Le produit scalaire qui est sous l'intégrale. Donc ça c'est le membre de droite du théorème de l'énergie mécanique, on a le membre de droite. Le membre de gauche c'est la variation d'énergie mécanique. Donc là, ici, donc voilà, deuxième temps. Donc ça c'est bon. Deuxième temps, voilà. Donc, calcul de, finalement, EMB moins EMA. Alors, je le fais à faire parce que, bon, pour la première fois, on va comme le détailler un peu plus. Alors, l'énergie mécanique en B, bah, c'est quoi l'énergie mécanique en B? C'est ECB plus EPPB. Donc, ECB. Énergie cinétique en B, donc c'est énergie finale. Et attention, l'énergie potentielle, c'est pas n'importe laquelle. Là, vous devez toujours réfléchir à la nature de l'énergie potentielle. Là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur du point B. Moins, pareil, donc ECA, donc énergie cinétique initiale, plus énergie potentielle de pesanteur initiale, donc EPBA, donc EPPA, énergie potentielle de pesanteur initiale. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Bah, il y a une chose qu'on peut simplifier. Le skieur part avec une vitesse initiale nulle. Donc, si la vitesse initiale est nulle, l'énergie cinétique en A sera nulle également. D'accord? Voilà. Donc, je répète ici, vitesse initiale, donc vitesse au point A, d'accord, vitesse initiale nulle. Donc, c'est vitesse à t égale à 0. En fait, au point A, on déclenche ici, c'est l'origine des temps, l'origine du repère. Voilà. Bon. Ah, nous, ce qu'on cherche, c'est la vitesse en B. On l'a presque. La vitesse en B, elle intervient là. Dans 1,5 de mv carré. Donc, 1,5 de mvb carré. J'ai mis des. Non, je crois que j'ai mis des B en parenthèse, faut que je vérifie. Notation, EMB, ouais, peu importe. Peu importe. Je vais laisser une notation, peut-être que je l'ai prise. Ouais, j'ai mis entre parenthèses. Ouais, je vais faire ça. Oh, c'est pareil. Hein. Enfin, je vais mettre mon indice entre parenthèses. Donc, 1,5 de mvb carré. D'accord? L'énergie potentielle de pesanteur en B. Alors, ça sera mg grand ZB. C'est mg fois l'altitude de B. Donc, ça sera plus mg grand ZB, c'est un grand Z. La constante, ici, additive, je vais égal à 0. J'ai fixé l'origine de EPP. Moins EPPA, mais EPPA, c'est plus MGZA. Bon, moins MG grand ZA. Maintenant, ici, je regarde. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je laisse un demi de MVB ici, carré. Je peux mettre en facteur MG ZB moins, ah ça tombe bien, moins ZA, ici. Voilà, je mets en facteur, ici MG, ZB moins ZA. D'accord, donc là j'ai l'énergie potentielle de pesanteur ici au point B, MG fois l'altitude de B ici, MG fois l'altitude de A. Je rappelle que je place un axe au Z vertical ascendant, hein, d'accord, un grand Z, comme indiqué sur le schéma. Et d'ailleurs ça tombe bien, regardez, j'ai posé H égale ZA moins ZB. H, latitude positive, et là j'ai ZB moins ZA. ZB moins ZA, ça sera moins H. Vous trouvez le MGH que vous avez vu la dernière. Donc là, attention, là j'ai la différence opposée. Là j'ai moins H. Faites attention, il y a un moins qui apparaît, moins H. Donc, ça je peux le passer. Donc on aura 1,5
de MVB, oh, voilà, VB carré, pardon, je vais y arriver. Et là, vous voyez, voilà, j'ai pas mis entre parenthèses, voilà. Voilà, ici, moins MGH, moins MGH, ouais. Alors, là également, vous voyez, j'ai du AB, j'ai la longueur de piste AB. Vous voyez, là j'ai du AB, j'ai la distance AB, j'ai ça, tac, tac. Là j'ai H, H il est là. H il est là, je pose H ici. Ah bah tiens, j'ai un triangle rectangle. Ah bah tiens, j'ai un triangle rectangle. Donc H qui est là, j'ai AB, j'ai alpha. Si je fais sinus alpha, je vais faire en dessous, dans le triangle rectangle, en plus il est lettres, donc notre rectangle AO'B, rectangle AO', sinus alpha, on aura opposé, donc on aura H, sur hypoténuse, c'est AB. Je note AB, la longueur de piste. Donc en fait, H et AB sont liés entre eux. Le rapport H sur AB est une constante. Et vaut sinus alpha. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple remplacer par exemple H. H vaut AB sin alpha. Donc ce que je peux faire ici, ou là-bas, comme vous voulez, peu importe. Donc je remplace H. H, je le remplace par AB sinus alpha, parce que dans le triangle rectangle AO', B rectangle O', sinus alpha égale H sur AB. Donc ici, je vais réécrire 1/2 de M, ici, VB carré, moins MG fois AB sinus alpha. Voilà. Donc ça, j'encadre, et c'est terminé. Je dis que ça c'est le nombre de gauche, ça égale à ça. Ça égale à ça. Donc, moi, je vais réécrire. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Ici. Voilà. Donc, on réécrit là. Voilà. Le théorème de l'énergie mécanique. On réécrit alors le théorème de l'énergie mécanique. À gauche, j'aurai 1/2 de M VB carré, moins MGAB sinus alpha, moins MGAB sinus alpha, et c'est moins MGH. Le banc de droite, il est là, je le laisse pour l'instant, moins FD, MGAB, cos alpha. Voilà. Hop, je vais déplacer. Et on retrouve la même expression qu'après application du théorème de l'énergie cinétique, hein, d'accord? Après simplification par M, on aura, bon, on peut le faire en une seule fois, en une seule étape. On va isoler VB carré. Donc j'ai simplifié par M, pour isoler VB carré, je vais multiplier par 2, les deux membres de l'équation. Je multiplie par 2 et après j'ai un facteur commun, j'ai GAB, une fois, deux fois. Donc j'aurai 2 GAB, donc je multiplie par 2, les deux membres de l'équation. Je mets GAB en facteur, GAB. GAB, alors là je fais passer à droite, donc il y en aura un plus. Donc on aura sinus alpha, sin alpha, lui il aura toujours un moins FD, tac, 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 cos alpha. Voilà, ça c'est pour VB carré. Moi ce que je veux c'est VB, donc je prends la racine carrée de tout ça. Voilà. Voilà la vitesse du skieur au point B, compte tenu ici de la force de frottement. Frottement sec, ici. On a négligé, je vous rappelle, l'action des frottements. D'accord. Donc on retrouve exactement le même résultat qu'après application du théorème de l'énergie cinétique. On retrouve le même résultat. D'accord, je ne sais plus si c'était le grand 2. C'est ça. Ouais, le grand 2. Après l'application du théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que là, vous vous fiez à l'énoncé, est-ce qu'on vous demande d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique? Donc là, il faut prendre en compte les travaux de toutes les forces, ou le théorème de l'énergie mécanique. Il faut prendre en compte uniquement les travaux des forces non conservatives. L'intérêt de celui-ci, ça peut vous paraître un peu long, c'est le membre de gauche, il faut expliciter. C'est-à-dire que là, la vitesse n'apparaît pas directement, il faut faire apparaître l'énergie potentielle de pesanteur, enfin les variations de l'énergie potentielle de pesanteur. L'intérêt, c'est que voilà, il n'y a pas ici le travail du poids. Donc là, on ne calcule pas le travail du poids dans cette méthode. D'accord. Donc après application du théorème de l'énergie cinétique, voilà, du théorème de l'énergie cinétique.
C'est vrai que si on vous demande une vitesse, quand on vous demande une vitesse en un point, il paraît plus intuitif d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ouais. Ça fait 1/2 de mv carré moins 1/2 de mva carré. Voilà. Bon, voilà. Mais au moins, c'est pour. Voilà. Ça nous mène au même résultat. D'accord. Juste dans le gauche, il faut expliciter la variation d'énergie mécanique. Donc, le même résultat. Donc là, il faut bien lire l'énoncé. Hein. D'accord. Donc, attention. Attention, lecture d'énoncé. Donc, est-ce qu'on demande d'appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de l'énergie mécanique? Sinon, de manière générale, on vous dit, hein, en utilisant un théorème énergétique. Donc là où je vous dis. Si vous dites en utilisant un théorème énergétique, vous prenez celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Hein, d'accord. Moi, je pense simplement, ça peut être pour vous le théorème de l'énergie cinétique. Vous avez directement 1/2 de mv carré moins 1/2 de mva carré à gauche. À gauche, là, il faut développer un peu plus. C'est ça le petit souci. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, tout cet exemple-là? Alors ça, je ne vais pas effacer mon schéma, je vais le reprendre dans 10 minutes. J'en ai besoin pour l'exo de TD, TD numéro 6, je pense, enfin l'exo numéro 6, c'est la fiche de TD précédente. Donc je ne vais pas l'effacer, je vais le garder ici sous la main. D'accord? Voilà. Bien. Voilà pour ce paragraphe sur, ici, le théorème de l'énergie mécanique et les systèmes qu'on qualifie là de conservatifs. Alors j'ai juste abordé la partie suivante. Juste faire un graphe pour nous avancer pour jeudi matin. Donc c'est 5e temps et dernier temps de ce chapitre. 5e temps, étude des mouvements conservatifs unidimensionnels. Donc 5e et dernier temps de ce chapitre, étude des mouvements conservatifs unidimensionnels. D'accord? C'est une étude graphique ici qu'on va étudier ensemble. Donc ça, je le laisse de côté. Ce graphe à gauche, j'en ai besoin, je l'efface là. D'accord? Donc on va faire juste une position du problème, faire le graphe, et on arrêtera le cours là aujourd'hui. Donc position du problème. En fait, c'est un lien direct avec ce qu'on vient de montrer tout à l'heure. Hein. C'est un lien avec l'intégrale première du mouvement. Donc mouvement conservatif unidimensionnel. Alors un mouvement unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a un système à 1 degré de liberté. C'est-à-dire qu'ici, on va étudier. Donc c'est l'étude des systèmes à 1 degré de liberté repérés par une variable spatiale. Des systèmes à 1 degré de liberté repérés par voilà, une variable spatiale. Alors la variable spatiale, ça peut être une variable cartésienne, x, y, z, un angle polaire, θ. Donc des variables ici, une variable spatiale. Donc ça peut être ici, voilà. Donc une, ça peut être x de t, ça peut être θ de t, etc. Il n'en faut qu'une. Donc c'est un système à 1 degré de liberté. D'accord? Directement, très important, donc système qui est repéré par soit une abscisse cartésienne x ou une altitude, hein, par exemple ici z de t. D'accord? Et on rajoute l'hypothèse d'un système conservatif. D'accord? Donc un système conservatif, donc étude également, voilà, des systèmes également conservatifs. Donc voilà, conservatif. Voilà. Donc un système conservatif, il est caractérisé par l'énergie mécanique constante, c'est ça en fait. Donc je le définis ici. Donc caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Donc on revient sur cette notion, vous voyez, pour être voir, caractérisé par l'intégrale première du mouvement EM égale constante. Intégrale première du mouvement, ici l'énergie mécanique, ici EM est une constante et est égale à sa valeur initiale. Voilà. Donc, le problème, dans un dernier temps, une dernière partie de ce chapitre, en lien avec l'énergie mécanique, les systèmes conservatifs, bon, on va étudier les systèmes conservatifs unidimensionnels, d'accord? Et ces systèmes conservatifs unidimensionnels, d'accord, seront caractérisés, on l'a vu, par une équation appelée intégrale première du mouvement, d'accord? Bien. Deuxième temps, voilà, juste aborder le graphe. En fait, il faut savoir qu'on peut analyser ce type de mouvement, ces mouvements conservatifs unidimensionnels, uniquement ici en menant du graphique, en utilisant ce qu'on appelle des profils d'énergie potentielle. Donc deuxième temps, étude des profils d'énergie potentielle. Étude des profils d'énergie potentielle. Voilà.
potentiel. Bon. Donc ici, on va supposer que le point M il sera soumis à une unique force, une seule force conservative qui dérive ici d'une énergie potentielle. Donc ici, voilà, on suppose, donc c'est le cadre de l'étude, on suppose que le point M est soumis à une force conservative, d'accord? Donc F indiqué à une force conservative, voilà. Donc F indice. Et cette force conservative, elle dérive de l'énergie potentielle. EP de X, donc qui dérive de l'énergie potentielle. Donc ici, on prend une variable cartésienne. Donc on suppose que l'énergie potentielle ici ne dépendra que de X. Donc énergie potentielle ici. Donc je note tout de suite, vous voyez la différence. Voilà. Et en fait, le degré de liberté est là. Il a le degré de liberté. EP ne dépend que de X. La variable spatiale. D'accord? Tel que, alors ça on l'a vu hier, rappelez-vous, tel que, d'un point de vue vectoriel, la force conservative, une force est conservative si elle dérive d'une énergie potentielle. Là, faites attention, elle dérive par rapport à la variable spatiale. Et il y a un moins en plus. Alors il y a un moins. Il y a un moins devant la dérivée. Je mets le moins en évidence, déjà. Il y a un moins. Et surtout, la force conservative, elle dérive de l'énergie potentielle, mais attention, c'est la dérivée spatiale, et non pas temporelle. Et là, on met un vecteur unitaire de x. Donc j'insiste, le moins déjà, et là, je fais la flèche. Je vais mettre la flèche sur voilà, cette notion de dérivée spatiale. Dérivée spatiale. Bien. Bon. Alors concrètement, ça c'est une partie qui vous plaît souvent, qui est relativement simple, qui ne vous pose pas trop de problèmes. C'est-à-dire que vous avez un système à degré de liberté, un système qui est conservatif. L'énergie mécanique elle est constante. Et en fait, on va vous donner un graphe à étudier. Et à partir de ce graphe, il faudra être capable d'étudier les positions possibles en fait. Les positions, les abscisses autorisées et interdites pour le point M. Uniquement en utilisant un graphe. Et en sachant que l'énergie mécanique est constante. Donc je vais faire le graphe ici, sur la partie gauche du tableau. Donc un graphe relativement bord, ici, donc un graphique quelconque d'énergie potentielle. Voilà, donc ici, donc j'ai l'énergie potentielle, donc ça c'est un profil énergétique. Voilà, en fonction, je trace en fonction de x, en fonction de x. Je place l'origine, ici, O, et je vais faire ceci. Alors je vais faire ceci. Voilà. Voici le graphique d'énergie potentielle. Vous en avez étudié un certain nombre éventuellement en chimie, au premier semestre. Les graphiques d'énergie potentielle, d'accord, rappelez-vous les barrières d'énergie potentielle, au niveau de la cinétique chimique. Ben là c'est pareil, on a un profil d'énergie potentielle, donc on trace l'évolution, attention, on trace l'évolution spatiale de l'énergie potentielle, ici. Bon. Maintenant, ce que l'on va faire, ce graphique en fait va nous permettre d'analyser le mouvement, d'en déduire un certain nombre de propriétés, d'accord, sur les possibilités offertes au point M pour explorer les régions de l'espace. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On sait deux choses déjà. On sait déjà que, ici, l'énergie mécanique du point M est constante. Et l'énergie mécanique, c'est la somme, vous le savez, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'accord? Ça, c'est la somme des deux. Ah, il manque la place. Ah, c'est dommage. Mais la somme doit être constante. Donc, ce qu'il faut savoir pour notre système conservatif, l'énergie mécanique est constante, c'est-à-dire qu'à chaque instant, EC plus EP, je rentre en dessous, par contre, vous le mettez à la suite. Ça, c'est une constante. D'accord? Ça, c'est l'intégrale première du mouvement. Je répète, l'énergie mécanique du point M est constante. En fait, c'est la somme EC plus EP qui est constante. Ensuite, ce que vous savez également, c'est que l'énergie cinétique du point M est toujours positive. Strictement, quand il y a un mouvement nul, quand le point est immobile. Donc ce qu'on sait également, c'est que l'énergie cinétique du point M, dans R, elle est toujours positive ou nulle. Si l'énergie cinétique est nulle, le point M s'arrête. Il est immobile. Bon, voilà. Et uniquement avec ces deux relations, une équation et une équation, vous êtes capable de déterminer les positions x permises et les positions x interdites par le point mobile. En effet.
Vous avez une somme de deux termes qui est constante, une somme constante, pardon, et vous savez que l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle. Conclusion. Conclusion. On en déduit le fait que si cette somme est constante, et le fait que l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle, on en déduit que l'énergie potentielle doit être toujours inférieure à l'énergie mécanique. Donc on en déduit que l'énergie potentielle, qui ne dépend ici par énergie que de x, donc énergie potentielle du point M, sera toujours inférieure ou égale à l'énergie mécanique du point M. En effet, l'énergie potentielle sera égale à l'énergie mécanique dans le cas où l'énergie cinétique va s'annuler. Et l'énergie mécanique, c'est une constante. C'est une constante. Donc, ça, je pense que c'est relativement simple. De cette équation, de cette inéquation, une somme de deux termes constants et il y a un terme qui est positif. Donc forcément, le second terme, l'énergie potentielle est toujours inférieure au terme résultant de la somme. Ça, c'est évident. Conclusion, ça c'est très important. C'est-à-dire que votre point M mobile ne peut accéder aux positions X, d'accord, ne peut uniquement accéder aux positions X qui vont satisfaire cette relation EP inférieure à EM. C'est-à-dire que votre point mobile ne pourra accéder aux positions X, d'accord, uniquement les positions qui vérifient cette inéquation, cette relation d'ordre. Il faut que la courbe d'énergie potentielle soit inférieure à la droite d'énergie mécanique. Parce qu'en fait, ça l'énergie mécanique est une constante, ça c'est une droite. Ça, graphiquement, ça sera une droite. Ça sera une droite d'équation, ici, énergie mécanique égale constante. D'accord? Donc, ici, on va le noter, ce qu'il faut retenir, c'est que le point mobile M, ne peut accéder aux positions. Il faut que j'efface quelque part ici au niveau du schéma. Je vais faire là, puis là aussi. Ne peut accéder qu'aux positions pour lesquelles la courbe, alors c'est bien ça, en fait c'est une courbe, là c'est une courbe d'énergie potentielle, pour lesquelles la courbe, je vais le faire là-haut, la courbe d'énergie potentielle EP de X, la courbe d'énergie potentielle EP de X, d'accord? Donc je répète, je vous lis la phrase en même temps, le point M mobile ne peut accéder qu'aux positions, d'accord? Ce sont les positions ici X, pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle EP de X est en dessous de la droite, une droite d'énergie mécanique, c'est une droite horizontale. Ici, donc la courbe ici EP de X est en dessous de la droite ici horizontale, EM égale constante. De la droite ici horizontale, énergie mécanique égale constante. Donc énergie mécanique de M égale la constante. Donc cette relation d'ordre, je répète, à savoir l'énergie potentielle du point M dans R doit être inférieure ou égale à l'énergie mécanique. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre point mobile ne pourra accéder aux positions. Alors position ici X, ici les positions, ce sont les positions X. Donc aux positions X ici, d'accord, on peut rajouter X ici, pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle EP de X est en dessous de la droite horizontale EM dans R ici égale constante. D'accord? Autrement dit, les valeurs de X correspondant à EP de X supérieur strictement à EM sont interdites. Elles ne sont pas autorisées. Donc ça, je vais peut-être le rajouter. Autrement dit, les positions X pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle, ici, EP de X, ici, supérieure strictement à l'énergie mécanique, qui est une droite horizontale. Voilà. Donc ces positions X, vérifiant cette inéquation, ces positions sont interdites. Sont alors interdites. Ici, pour le point M. Pour le point mobile. D'accord? Alors, vous allez voir, la maison d'application, elle n'est vraiment pas compliquée. On part de ça. En
fait, il faut toujours vérifier que votre courbe d'énergie potentielle soit en dessous de la droite horizontale d'énergie mécanique. Voilà. Et à partir de là, vous aurez des valeurs autorisées, des valeurs interdites. On va faire 3 cas de figure, vous allez voir. 3 cas de figure. Donc ça, je vais passer. Ça aussi. Beaucoup de place sur le tableau finalement. Premier cas. Premier cas. Je vais mettre ce cas en vert. Donc j'ai 3 couleurs. Ça va m'éviter. Si on commence toujours par vous donner l'énergie mécanique. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on vous dit, voilà, on communique à votre objet une énergie mécanique initiale au TEM1. Le système est conservatif, le système va toujours conserver cette même énergie mécanique EM1. Qu'est-ce que vous faites? On va vous donner la valeur. C'est-à-dire que là, l'énergie mécanique, je ne sais pas, elle vaut 50 joules, 100 joules, vous la placez. Et ça, c'est une droite horizontale. Vous placez cette droite horizontale sur le profil d'énergie potentielle. Je place ici, alors moi je sais où je veux la mettre, hein. Je vais la mettre là. Alors, bon, il y a aussi mon texte, je vais l'effacer. Ici, je place ici ma droite d'énergie mécanique EM1. Voilà. Voilà, je place ma droite horizontale d'énergie mécanique EM1 en vert. Ça va pour tout le monde? Bon, maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier les zones permises et interdites. C'est tout. Et qualifier ma trajectoire de bornée ou non, et d'état visible ou d'état de diffusion. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc je place ma droite horizontale d'énergie mécanique. On vous donnera la valeur. Pourquoi c'est une droite horizontale? L'énergie mécanique est constante, elle ne varie pas. Elle est constante. C'est une droite horizontale. Et je vous rappelle, les valeurs permises de X sont celles pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle est en dessous de la droite d'énergie mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un point d'arrêt. À cette valeur de EM1, vous avez ce qu'on appelle un point d'arrêt. Le point d'arrêt, il est où? Il est là. Ch'tac, ch'tac. C'est l'abscisse du point d'intersection entre EM1 et EP. Là, vous avez un point d'arrêt. Donc là, c'est quasiment la verticale. Vous notez là X1. Là, j'aurai X1. C'est le point d'arrêt. Il se passe quoi ce point-là? Lorsque EM1 égale EP, l'énergie cinétique s'annule. Là, en ce point-là, l'énergie cinétique s'annule. C'est-à-dire que le point est un point d'arrêt. Le point M s'immobilise. Autrement dit, si on reprend la définition précédente, tous les abscisses X vérifiant ici EP super EM sont interdites. Donc toutes les abscisses entre 0 et X1 sont interdites. Donc ça, c'est une zone interdite. Tout ça, c'est interdit par le point M. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour des valeurs inférieures à X1, l'énergie potentielle sera supérieure à l'énergie mécanique. Par contre, toutes les valeurs supérieures à X1 seront autorisées, voire même jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc ça, on va le noter. Premier cas de figure, dans le cas le plus simple, on vous donne énergie mécanique EM égale EM1, ici. Qu'est-ce que l'on a? On a des valeurs autorisées, permises de X. Donc les valeurs ici, autorisées de X, ici, les valeurs autorisées de l'abscisse X, voilà, appartiennent ici à l'intervalle. Donc là, toujours prendre le point d'arrêt, c'est la référence. X1, c'est l'abscisse du point d'intersection entre EP et EM. 1, pardon, c'est parce que le point M s'immobilise. Donc là, l'intervalle sera X1. Bon, X1 est permis sur que le point s'arrête, jusqu'à plus infini. Alors, où X1 est le point d'arrêt? X1, je note que le point d'arrêt, c'est le point pour lequel l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Ouais. Le fait d'avoir ici des valeurs infinies de X, ça on le reverra dans les forces centrales, dans les astres, dans des astres, des planètes, d'accord? C'est-à-dire que votre point peut s'échapper à l'infini. Là, c'est-à-dire que votre point M, a priori, peut s'échapper à l'infini. On verra, c'est un état de diffusion, d'accord, dans des forces centrales, avec des trajectoires ici, à caractère ici hyperbolique, d'accord? Ici, on va le noter ou parabolique. Donc le point M, donc là, le lien avec ce que j'entoure en jaune, le point M peut s'échapper à l'infini. Le point M peut s'échapper ici à l'infini. Voilà. Et en physique, quand on rencontre une telle situation, on parle d'état libre ou un état de diffusion. Donc je note ici pour terminer, voilà, on a ce qu'on appelle un état libre ou un état dit de diffusion. Voilà, mais ça, on en reparlera à la rentrée. D'accord? Donc ça, le point M peut s'échapper à l'infini, c'est dû au fait que voilà, ici, des valeurs ici x infini sont potentiellement permises pour le point M. D'accord?
Ok, pour la première valeur d'énergie mécanique. Et je vais prendre uniquement un deuxième cas. Ici, je vais prendre ça. Deuxième cas de figure. Je vais prendre EM2, je prends la même couleur, EM2, négative. Tout en restant supérieur, voilà, je reste supérieur au minimum d'énergie potentielle. D'accord? Donc deuxième et dernier cas de figure. Ici, ça, je vais mettre au-dessus. Donc deuxième cas, si EM égale EM2. Donc deuxième cas de figure, si l'énergie mécanique du point M est constante, est égale à EM2. Est égale à EM2, ici l'énergie mécanique qui est négative. Bon, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous cherchez l'abscisse de point d'intersection. On est là. Donc en fait là j'ai deux points d'arrêt. En fait j'ai deux points d'arrêt. J'en ai un là. Oups. Et un là. Donc je suis arrivé à x2. Donc là j'ai x2. Et là j'aurai x3. x3. Ok. Une fois que j'ai mes deux points d'arrêt, je vais chercher les valeurs permises pour les valeurs de x. Bon, en fait, je regarde. Les valeurs permises de x sont celles pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle soit inférieure à l'énergie minimum. En fait, c'est toutes ces valeurs de x là qui vérifient. Donc c'est l'intervalle x2, x3. Toutes les autres valeurs seront ici. Comment? Ah, j'ai eu peur. D'accord, 20%. 20%. Bon, ça va aller. J'espère. Si, ça va aller. Merci Yann. Donc là, en fait, ici, on aura les seules valeurs permises seront les valeurs x2, x3. Toutes les autres seront des valeurs interdites. Pourquoi? Toutes les autres valeurs sont telles que ici, l'énergie potentielle sera supérieure à l'énergie mécanique. Il faut toujours que votre courbe d'énergie potentielle soit en dessous de la droite horizontale d'énergie mécanique. Donc là, les seules valeurs permises de x sont x1, x2. Et là, on a une trajectoire qui n'est plus ouverte, mais elle est fermée. Bornée, trajectoire bornée. Donc deuxième cas, les valeurs permises ici, donc ici, les valeurs autorisées ou permises ici, voilà, de l'abscisse x appartiennent à l'intervalle fermé borné, ici, x2, x3. Donc appartiennent ici à l'intervalle x2, x3. Voilà. Et là, on a deux points d'arrêt. D'accord? Vous allez passer. D'accord? Cette fois-ci, on a une trajectoire qui est bornée. Donc, on a une trajectoire qui est bornée. Trajectoire bornée, dans ce cas-là. Et on parle alors, non plus d'état libre ou d'état diffusion, mais d'un état lié. On parle d'état lié. D'accord? On parle alors un état lié. Donc, trajectoire bornée et un état lié. D'accord? Voilà. Donc pareil, x2, x3 sont deux points d'arrêt. Donc je note ici x2, x3 sont les deux points d'arrêt correspondant à cette valeur d'énergie mécanique. Voilà. Ce sont les deux points d'arrêt ici de cette situation. Voilà, donc je voulais entamer avec vous ce matin, on termine ça jeudi, l'aspect ici physique, mathématique. Parce que c'est uniquement la description graphique, c'est pas très compliqué. Et en fait, ça, ouais, on peut vous donner un graphique à exploiter, et vous savez peut-être, vous l'avez sûrement vu en chimie. En fait, on a deux positions d'équilibre là. Je ne sais pas si vous le voyez sur le graphe. En fait, on a deux positions d'équilibre. On a une position d'équilibre stable. En fait, un minimum d'énergie potentielle correspond à un équilibre stable. Et ça, c'est un équilibre instable. D'accord? Et en fait, on va traduire mathématiquement, physiquement. On va rechercher les conditions d'équilibre et étudier leur stabilité, stable ou instable. Ça, à partir de ce graphique-là et à partir des conditions mathématiques. Donc, les extrémums, l'énergie potentielle. Ici, attention, toujours par rapport à la variable spatiale x. D'accord? Voilà. Voilà pour cette partie court, pour ce matin, ici. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de reprendre ensemble l'exo du TD. Alors, je vais plus en fait le numéro. C'est l'exo 6, d'accord? Voilà. Je vais demander de chercher pour aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle j'ai laissé le schéma ici, le schéma du skieur. Donc, c'est l'exo 6 du TD 13.
Donc exercice du TD13 sur le mouvement du skieur. D'accord? Là, je laisse finir de reprendre ici. Bon, pour l'instant là, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. C'est bon, c'est du TD.